la grande édition sur i24 News. Bienvenue, votre rendez-vous quotidien en direct avec l'actu du Moyen-Orient. Au programme ce soir. L'heure du deuil et l'heure des comptes à Sydney. 59 chefs d'accusation, dont ceux de terrorisme et de meurtre. Navid Akram, qui vient de sortir du coma, est inculpé par la police australienne. Il devra répondre de chacun des 15 meurtres et 40 tentatives de meurtre dont il s'est rendu coupable dimanche dernier sur la plage de Bondi Beach. Les obsèques des victimes ont débuté, mais une absence frappe les esprits, celle du Premier ministre Anthony Albanese. La communauté juive locale s'interroge sur la réponse politique, sécuritaire et surtout morale de l'État. Le point sur l'enquête dans un instant. Jour après jour, raid après raid, Tsahal poursuit ses opérations chirurgicales dans le sud du Liban. Un terroriste collectant des renseignements sur les forces israéliennes, éliminé tout à l'heure à Taïbé. Il participait à la reconstruction de la machine terroriste en violation des accords. Message clair, Israël frappe sans pour autant faire basculer la situation. En toile de fond, le déplacement imminent de Binyamin Netanyahou à Washington, où seront évaluées les grandes options. Nous évoquerons la guerre psychologique, une banderole géante à Téhéran et une menace directe lancée au nord d'Israël. Naria, prépare-toi, serait-ce un signal donné au Hezbollah? Et puis nous poursuivons ce soir notre feuilleton consacré à l'influence grandissante de la Chine au Moyen-Orient. Focus sur Israël. Israël, petite nation start-up, et l'empire chinois, superpuissance technologique mondiale. Sur le papier, l'alliance semble être naturelle. Dans les faits, rien de plus complexe parce que entre les deux, il y a Washington. Peut-on vraiment distinguer business et diplomatie, surtout dans la région? Rendez-vous tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Une justice en marche, mais une confiance qui reste à reconstruire. Nous sommes 72 heures après le choc de l'attentat antisémite de Sydney. Le terroriste survivant vient donc d'être inculpé. 59 accusations au total. L'enquête suit son chemin, notamment autour de ce voyage suspect aux Philippines le mois dernier. Mais sur place, c'est donc le deuil qui prédomine, même si l'on s'interroge sur l'absence du Premier ministre australien lors des premières cérémonies de funérailles. Christopher Barolin. 59 infractions, dont 15 meurtres et un acte de terrorisme. C'est ce que la police de Nouvelle-Galles du Sud retient contre Navid Akram, l'un des deux terroristes présumés ayant ouvert le feu sur la plage de Bondi. Son père, lui, a été neutralisé le jour de l'attaque. Concernant les informations sur un possible entraînement aux Philippines, les autorités locales ont rejeté cette possibilité. Aucune preuve n'a été présentée pour étayer les allégations selon lesquelles le pays aurait servi à l'entraînement de terroristes. Il n'existe aucune confirmation que les personnes impliquées aient reçu une quelconque formation aux Philippines. Dans le même temps, les funérailles des victimes ont commencé. Parmi elles, celle du Rav Yaakov Levitan. Âgé de 39 ans, il laisse derrière lui sa femme et ses 4 enfants. Il était l'un des organisateurs des célébrations de Hanouka aux côtés du Rav Eli Schlanger, lui aussi tué sur la plage de Bondi. Ces funérailles se sont également tenues la nuit dernière. Tout le monde a des regrets dans la vie. Après ce qui s'est passé, mon plus grand regret, c'est ne pas avoir dit plus souvent à Eli combien nous l'aimons, combien je l'aime, combien nous apprécions tout ce qu'il fait et combien nous sommes fiers de lui. J'espère qu'il le savait. J'en suis sûr, mais je pense qu'on aurait dû lui dire plus souvent. En parallèle, un hommage a été rendu à la plus jeune des victimes, Mathilda, âgée d'à peine 10 ans. Elle s'appelait Mathilda. J'ai choisi ce prénom parce qu'elle était notre première fille née ici en Australie. Nous sommes originaires d'Ukraine et je pensais que Mathilda était le prénom le plus australien qui puisse exister. Donc souvenez-vous de son nom, souvenez-vous d'elle. Une émotion qui semble également toucher le Parlement européen. Un hommage a été rendu aux victimes de cette attaque antisémite. Nous sommes tous secoués par l'horrible attaque terroriste à Bondi durant des célébrations de Hanouka. Au moins 15 vies ont été enlevées. Parmi elles, la petite Mathilda, 10 ans, et le rescapé de la Shoah, Alex, 87 ans. Ce Parlement se tient aux côtés de la communauté juive australienne et dans le monde entier. Nous devons tout faire pour combattre l'antisémitisme et toute forme de racisme. L'histoire de Hanouka nous enseigne qu'aucune terreur ne pourra jamais éteindre la lueur vacillante de ces jours d'espoir. Je vous invite à me rejoindre dans un moment de silence pour toutes ces vies perdues. Alors que 40 personnes sont toujours hospitalisées aujourd'hui, des dizaines de personnes ont rendu un nouvel hommage à l'ensemble des victimes sur la plage de Bondi.
Et à chaque jour, son récit d'héroïsme. Ahmed Al-Ahmed, Sophia et Boris Gourman. Eh bien, ce soir, on vous raconte l'histoire de la jeune Chaya. Bonsoir, Christopher Barolin. Eh bien, c'est du haut de ses 14 ans que Chaya a donc eu le courage de protéger avec son corps 2 jeunes enfants. C'est en effet l'ONG United At-Salah qui raconte l'histoire de cette jeune fille il y a 14 ans. Elle était comme des centaines d'autres personnes réunies sur cette plage de Bondi Beach pour célébrer Hanouka. Les 2 terroristes ont commencé à tirer sur la foule. Le chaos s'est installé et au milieu de ce chaos, cette jeune adolescente a vu ces 2 jeunes enfants seuls, livrés à eux-mêmes, n'écoutant que son courage. Elle s'est jetée sur ces 2 enfants pour les protéger des balles des terroristes. Elle a utilisé son propre corps comme bouclier et elle a continué à protéger ses enfants. Elle a reçu une balle dans la jambe, mais malgré ça, malgré sa blessure, elle a continué à rester au-dessus de ses enfants pour les protéger. Elle a attendu l'arrivée des secours pour être avec eux vraiment jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette attaque. Depuis son lit d'hôpital, elle raconte cette histoire aux bénévoles de United At-Salah. Ce sont des bénévoles de l'unité psychologique, psychotraumatique de United At-Salah, et ces bénévoles disent qu'elle raconte cette histoire avec calme, avec pudeur. Elle dit n'avoir écouté que son instinct et ne s'être rendu compte qu'après coup de ce qui se passait, qu'après coup de son héroïsme. La balle qui s'était logée dans sa jambe a pu être retirée avec succès. La jeune fille va pouvoir donc sortir prochainement de l'hôpital après quelques jours de récupération et donc retourner à une vie quasi normale d'ici quelques jours donc à Sydney. Évidemment, cette bonne action a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir sur ces quelques posts que nous avons recueillis. Des félicitations donc à cette jeune fille, des vœux de rétablissement également pour ces prochains jours. On rappelle le prénom de cette jeune héroïne, elle s'appelle Aya et elle a seulement 14 ans. Voilà, et on lui souhaite évidemment bon rétablissement. Merci beaucoup, Christopher Barolin. Et forcément, on s'interroge sur la sécurité des Juifs en Occident. On va partir à l'autre bout du monde, à New York, parce que l'on y déplore une 2e agression antisémite violente en à peine 24 heures. Ça commence à faire beaucoup. Antoine Velard nous attend en direct de Washington. Bonjour Antoine. Alors, un Juif poignardé dans le quartier de Brooklyn, état stable, mais émotion générale. Oui, exactement. L'agression a eu lieu hier en fin d'après-midi. Elle a été filmée par des images de vidéosurveillance. Sur les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, on voit un homme armé d'un couteau qui se précipite sur la victime et qui lui assène un ou plusieurs coups au niveau du thorax. La victime est un homme de 35 ans, de confession juive. Il a été transporté dans un hôpital, dans un état stable. Ses jours ne sont pas en danger. Alors, les circonstances de cette agression restent encore assez floues, mais selon certains témoins, le caractère antisémite ne fait aucun doute puisque l'assaillant aurait proféré des insultes antisémites avant de poignarder la victime. La police en tout cas a ouvert une enquête pour un possible crime de haine. Elle a aussi lancé un appel à témoins et diffusé le portrait du suspect, ce suspect qui a été filmé donc par les images de vidéosurveillance. Cette attaque a eu lieu à Brooklyn, plus précisément dans le quartier de Crown Heights, à quelques pas du siège mondial du mouvement Lubavitch. Depuis les attaques de Bondi Beach, ce quartier est placé sous haute sécurité. Il y a des patrouilles de police qui sont plus nombreuses, mais ce déploiement policier plus important n'a pas empêché cette agression. Vous l'avez dit, la 2e en l'espace de 24 heures, puisque lundi, c'est un juif qui avait été violemment pris à partie dans le métro à Manhattan. Alors on parlait de Brooklyn, Antoine. Justement, un mot quand même du futur maire de New York, le maire élu, Zoran Mamdani, qui semble vouloir donner en ce moment des gages de bonne volonté à la communauté juive. Déplacement quand même sur la tombe du rabbi de Lubavitch en l'honneur des victimes de Sydney. Oui, exactement. Et une photo a été prise de ce moment où on voit le maire élu coiffé d'une kippa et qui se recueille devant cette tombe. Une façon pour lui de rendre hommage aux victimes de l'attentat de Bondi Beach. Avant de se rendre sur cette tombe, Mamdani avait aussi publié sur son compte Instagram un très long message pour dénoncer ces attaques. Un vil acte antisémite, écrit-il. Il avait notamment évoqué le rabbin Eli Schlander qui a été tué pendant cette attaque
et qui avait, écrit Mamdani, des liens très profonds avec le quartier de Crown Heights. Tout cela intervient effectivement dans un moment où la communauté juive s'inquiète de l'élection de ce nouveau maire qui est connu pour ses prises de position pro-palestiniennes, ce qui lui a valu d'être taxé d'antisémitisme par ses adversaires politiques, ce dont il s'est toujours défendu. Et depuis plusieurs semaines, on voit qu'il tente de donner des gages à la communauté juive, notamment donc avec cette visite sur la tombe du fondateur du mouvement Lubavitch. Voilà, une communauté qui a besoin d'être rassurée, on comprend. Merci beaucoup Antoine Mellard en direct de la Maison Blanche à Washington DC. Et on va revenir nous à l'actualité du Moyen-Orient. Gaza relégué au second plan ces derniers jours et pourtant beaucoup d'activités, y compris ces dernières heures. Vous allez tout nous expliquer, Jonathan Serrero, en direct. Bonsoir Jonathan, notre envoyé spécial dans le sud d'Israël. Bonsoir David. Important d'abord cette réunion sécuritaire demain autour de Binyamin Netanyahou, alors que Tsahal continue de détruire des infrastructures terroristes dans la bande de Gaza. Oui, réunion sécuritaire décisive selon l'échelon de la défense israélien. Réunion sécuritaire qui aura lieu autour du Premier ministre israélien et il sera question de l'avenir de la bande de Gaza avant le départ du Premier ministre israélien pour les États-Unis à la fin du mois de décembre et sa rencontre avec le président Trump. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a exigé de l'appareil sécuritaire du pays de plancher, de réfléchir à deux options. Première option, celle de voir le cessez-le-feu s'écrouler et voir Tsahal reprendre les combats dans la bande de Gaza. Une option et un scénario qui pourrait être envisagé au regard du fait que le Hamas viole chaque jour un peu plus le cessez-le-feu, au regard du fait que la force de stabilisation de la paix dans la bande de Gaza tarde à se mettre en place. Il y a une autre option aussi, c'est de voir le cessez-le-feu continuer et de voir ce cessez-le-feu être respecté par le Hamas. Le Hamas pourrait être désarmé, le point de passage de Rafah pourrait être ouvert et cette force de stabilisation pourrait enfin voir le jour dans la bande de Gaza, comme l'a promis d'ailleurs le président Trump, puisque le chef d'État américain a indiqué que cette force de stabilisation prendrait place dès le début de l'année de 2026. Un président Trump qui a tenu aussi à avertir le Hamas cette nuit lors des cérémonies organisées à la Maison-Blanche en l'honneur de Hanouka. Il a indiqué que si le Hamas ne respectait pas les termes du cessez-le-feu, il aurait de gros problèmes selon les termes de Donald Trump. Voilà, avertissement à sa manière. Et apparemment, Jonathan, le Hamas, lui, souhaiterait reprendre les discussions avec Israël. Discussions évidemment indirectes. Oui, le problème, David, c'est que le Hamas fait comme s'il n'y avait pas d'accord de cessez-le-feu et le Hamas souhaite rediscuter des modalités de ce plan Trump, puisque le Hamas, l'organisation terroriste palestinienne, souhaite voir se tenir des négociations indirectes avec Israël qui se dérouleraient soit du côté de l'Égypte ou soit du côté de Doha, au Qatar, avec les médiations qataries, égyptiennes et turques. Et le Hamas souhaiterait proposer de nouvelles idées aux Américains, notamment sur la question de son désarmement. On le sait, opposé à cette option. Le Hamas réfléchit à geler ses armes et à les stocker dans la bande de Gaza. Le Hamas souhaite voir aussi des troupes turques venir s'installer dans la bande de Gaza. Il y a un problème, il y a un gros problème, c'est qu'Israël s'oppose à toutes ces options. Effectivement, et on a constaté ces derniers jours. Merci beaucoup, Jonathan Serrero, en direct du sud d'Israël ce soir, tout près de la bande de Gaza. On va aller un petit peu plus loin avec un expert ce soir, Amit Yagour, qui nous rejoint. Bonsoir et merci à vous, lieutenant-colonel de réserve de Tsahal. Vous êtes ancien officier de la division de planification stratégique de l'armée israélienne. Alors, un mot sur cette réunion, quand même, on en a parlé hier au Qatar. 40 pays pour discuter de cette fameuse force internationale pour Gaza, sans la Turquie, à la demande d'Israël. Rencontre improductive et déception des États-Unis apparemment. Mais est-ce que c'est vraiment, vous pensez, une surprise pour un projet qui est aussi complexe et aussi sensible à ce stade? C'est un projet très sensible parce que chaque État a ses propres intérêts et chaque État souhaite jouer en sa faveur. Et donc, Trump essaie d'arriver à un dénominateur commun entre tous les États, ce qui est difficile. Et d'abord et avant tout, il faut parler de la manière dont ce programme va se mettre en place. Il va y avoir un conseil de paix qui sera un espèce de conseil supérieur de nombreux États et qui sera plus cérémoniel.
au niveau des décisions super stratégiques. En dessous, il y aura une commission directrice. En fait, la direction générale avec les différents départements qui doivent gérer toute la partie civile. Et en dessous de ce conseil directeur, il y aura la mise en place internationale dont on parle aujourd'hui. Et la volonté dans le passé, c'était que cette force internationale soit celle qui désarme le Hamas. Il est clair pour moi, vu les déclarations du Hamas et des autres pays d'ailleurs, que cette force ne s'occupera pas de désarmer le Hamas, mais davantage de préserver l'ordre et autour de Gaza sans y entrer véritablement. Voilà le plan et la volonté de Trump, je le rappelle, et on en a parlé il y a quelques semaines, et de créer un troisième Gaza, c'est-à-dire un modèle supplémentaire de Gaza à Rafah, dans cette zone de Rafah, où il y aurait le début de la reconstruction avec des hôpitaux, avec des bâtiments, avec de l'aide civile, alimentation et autres. Et c'est le modèle qu'il voudrait mettre en place, différent du modèle du Hamas. À l'avenir, la population pourrait s'y installer du territoire contrôlé par le Hamas et à partir de là, c'est là que les États-Unis voudraient arriver avec ces systèmes. Et après la réunion d'hier, c'était une réunion de travail, ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions centrales. Il y avait environ 32 pays, peut-être un peu davantage. La Turquie n'y était pas et c'est très très important du point de vue d'Israël. En ce sens qu'on essaie probablement d'arriver à un accord entre tous les États sans toucher les lignes rouges. Ce qu'ils ont discuté hier, et j'ai compris que les États-Unis ont été légèrement déçus, la déception que je peux voir, c'est du manque de volonté des États de désarmer le Hamas. Alors justement, vous parlez de Donald Trump et de lignes rouges. Il y a une autre initiative qui est rapportée par le Maariv, entre autres, 600 ex-responsables de la défense israélienne qui avertissent Donald Trump directement. Pour eux, sans démantèlement du Hamas et sans intégration de l'autorité palestinienne, eh bien, il ne doit pas y avoir de phase 2 du plan Trump à Gaza. Est-ce que vous comprenez cette ligne rouge de ces responsables ? Bien sûr que je le comprends. Je rappelle que c'était un des grands résultats de la guerre, un des objectifs de guerre dès le départ. Le démantèlement des capacités militaires et d'administration du Hamas. Au niveau administratif, on évite d'y toucher, bien qu'on l'ait bien fait et que le Hamas se réorganise déjà, mais sur un territoire bien plus restreint que dans le passé. Les capacités militaires, c'est une condition qui est de notre point de vue sine qua non, pour la simple raison que nous considérons et nous voyons le même processus qu'on voit avec le Hezbollah au Liban. On a un excellent modèle pour ce faire. Très rapidement, les armements, même s'ils sont entreposés et on fait des belles déclarations diplomatiques, le résultat, c'est que ces armements deviennent en fait tournés vers vous. Et à un moment ou à un autre, cela sera utilisé 6 mois, 1 an, 2 ans. Ces armes sont aux mains du Hamas pour menacer leur population, préserver leur pouvoir d'un côté, et de l'autre côté, pour le tourner ensuite contre Israël et même peut-être la force internationale. C'est donc l'intérêt premier, non seulement d'Israël, mais de tous les États, y compris les États-Unis en leur tête, que le Hamas soit désarmé. Nous savons comment ça commence et nous savons comment ça se termine dans ce cas. Et ce n'est que sans armement qu'on pourra parler d'un nouvel ordre régional et d'un nouveau Gaza. Voilà, patience, en tout cas, on risque de rester un petit moment encore dans cette phase de surplace. Merci beaucoup à vous, lieutenant-colonel Amit Yagour, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions. On parle à présent du front nord, compte à rebours diplomatique à une dizaine de jours du déplacement de Benyamin Netanyahou aux États-Unis, frappe ciblée, maîtrisée de Tsahal pour freiner, là aussi, la reconstruction du Hezbollah. Et en face, des messages menaçants, comme cette banderole, vous allez le voir déployée en plein Téhéran. Naharia, prépare-toi, peut-on y lire en hébreu, sur fond de logo du Hezbollah. Alors, guerre psychologique ou vrai signal opérationnel? Les tout derniers développements, c'est avec Mathieu Winding. Le Hezbollah menace Naharia en hébreu. Cette affiche, qui se trouve à Téhéran, à près de 2000 km d'Israël, sur la place Palestine, annonce qu'une nouvelle défaite au Liban est imminente. Le drapeau du Hezbollah. Il y a quelques jours, le chef du Hezbollah a menacé Israël et les États-Unis, confondant son organisation terroriste avec le Liban, que la milice infodée à Téhéran parasite depuis des décennies.
Israël n'entrera pas en guerre sans une décision des États-Unis. Que l'Amérique sache, puisqu'elle est aux commandes, que nous nous défendrons même si le ciel nous tombe sur la tête. Nous ne serons pas désarmés pour atteindre l'objectif d'Israël, même si le monde entier s'allie dans sa guerre contre le Liban. Le gouvernement du Liban s'inquiète d'une escalade militaire et multiplie les contacts diplomatiques pour la prévenir, en particulier avec les États-Unis. Au cœur des tensions, l'inaction ou l'impuissance de l'armée libanaise face au Hezbollah qui se réarme. Les terroristes chiites sont censés se replier derrière le fleuve Litani et déposer les armes avant le 1er janvier. Il reste donc moins de 2 semaines avant la date butoir et en Israël, on affirme que le Hezbollah se renforce plus vite que Tsahal ne le frappe. Un responsable américain se veut optimiste quant à la situation au Liban où selon lui, l'armée se renforce et le président Aoun se veut encourageant. Jérusalem, depuis le 7 octobre, ne laissera pas une organisation terroriste soutenue par une puissance étrangère se réarmer à ses frontières. Lorsque le chef du renseignement militaire israélien a présenté ses conclusions sur le réarmement inquiétant du Hezbollah à l'envoyé américaine ce mois-ci, un officiel israélien a perdu patience et déclaré qu'un accord avec le Hezbollah n'avait aucun sens et qu'on allait vers une escalade. En août dernier, le Hezbollah a refusé de désarmer quand le gouvernement libanais a décrété qu'il avait le monopole des armes. L'organisation terroriste continue de faire venir en contrebande des roquettes et se regroupe au nord du fleuve Litani. Et des indices donc à surveiller et des grandes options gelées pour l'instant, en tout cas côté israélien. Et les 3 questions qui tombent à pic, c'est maintenant. C'est un expert du Liban qui nous a rejoint. Bonsoir Eddie Cohen et merci à vous, chercheur au centre Begin Sadat des études stratégiques à l'université Bar-Ilan. Alors Naharia, prépare-toi. On a donc une affiche en plein Téhéran. Est-ce que c'est plus qu'une simple rhétorique? Vous pensez que c'est une menace qui est à prendre au sérieux côté israélien? Bonsoir. On m'a dit un jour, si vous voulez frapper, frappez, mais ne menacez pas. Et écoutez, ça fait depuis l'arrêt le cessez-le-feu, depuis 1 an, que Tsahal élimine chaque semaine au moins 2 ou 3 terroristes de Hezbollah. Et le but de Hezbollah, quand il a été créé, c'est de défendre le Liban et de défendre la communauté chiite. Donc chaque semaine, ça fait 1 an, 2 ou 3 terroristes de Hezbollah qui sont chiites et sont éliminés par Tsahal. Il y a du pression au sein de la communauté chiite de riposter, de sauver leur dignité. Parce que ça fait 1 an, Israël élimine, Israël frappe le Hezbollah et le Hezbollah ne riposte pas. Hezbollah avant Nasrallah, Hezbollah après Nasrallah, c'est une autre chose. Et il n'a pas de pouvoir, et on le frappe chaque jour, il n'y a rien, donc il y a une pression. Il faut qu'il dise quelque chose, qu'il fasse quelque chose. Mais il est incapable. Elle est incapable, cette organisation. Ouais. Donc, menacer, c'est tout ce qu'ils peuvent faire jusqu'à présent, uniquement menacer. En plus, en Iran. C'est pas au Liban, on a vu ces affichages. Depuis l'Iran. Donc, quelque part, vous devancez la deuxième question, parce que la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Hezbollah, il est vraiment en mesure d'envahir le nord d'Israël? On sait que c'est son ambition depuis très longtemps, l'envahissement. Est-ce qu'il en a malgré tout les capacités? Est-ce qu'il cache son jeu, peut-être? Écoutez, c'est une organisation terroriste, ils peuvent se suicider, donc ils peuvent essayer. Et évidemment, le Hezbollah, il n'est pas fini encore. Il y a encore de boulot à faire. Mais ce travail, qui va le faire? Israël ou les Talibanais? Le Hezbollah, il fait danger à qui? À Israël, c'est vrai, mais aussi au gouvernement libanais. Les Libanais, ils sont habitués qu'Israël fasse leur boulot, comme on a fait en 82. On a éliminé, on a viré Arafat du Liban en 82. Maintenant, le Hezbollah, il est danger pour le gouvernement libanais. Les Libanais, le chrétien libanais, le gouvernement, le président Joseph Aoun, il ne veut pas entrer dans une guerre civile. Il préfère qu'Israël fait ce travail. Et on sait très bien qu'à la fin du mois, l'ultimatum termine. Donc, et si vous voulez, les Libanais, ils ont échoué, ils ne veulent pas. Ils préfèrent que nous, on sacrifie à nos fils et à nos grands-fils pour que les Libanais chrétiens ne rentrent pas dans une guerre civile au Liban. Ouais. Ça, c'est faux. C'est vrai qu'il y a un problème. Il faut que les Libanais fassent ce travail. Voilà, c'est vrai qu'il y a un problème de motivation et de moyens pour désarmer le Hezbollah au Liban. En quelques mots, Eddie Cohen, le Hezbollah partage, on le sait avec le Hamas, vous le disiez, une haine identique d'Israël. Les modes opératoires aussi sont similaires, c'est-à-dire que le but, ce serait quand même une attaque
même suicidaires du type 7 octobre, impulsés d'ailleurs par l'Iran. On sait que l'Iran pousse derrière. Est-ce que c'est cela quand même qu'Israël doit prévenir et donc doit continuer ses frappes, ses opérations? Tout d'abord, moi j'ai dit que nous, on ne veut pas entrer dans une guerre Hezbollah. Les Libanais doivent faire ça, mais nous, on peut les aider par les avions. On peut les aider. À propos de votre question, oui, ils peuvent faire ça, ils peuvent essayer. C'est pour cela que Tsahal n'a pas quitté le Liban. C'est pour cette raison qu'on est dans 5 endroits dans le sud Liban. C'est pour ça que Tsahal n'a pas quitté le Liban. Parce qu'on a peur que les Hezbollah essayent d'envahir ou de rentrer en Israël. Merci beaucoup, Eddie Cohen, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Merci pour cet éclairage donc, sur le Hezbollah libanais. Merci. Autre défi, certes en sourdine en ce moment, mais rapide à réactiver. C'est le Yémen. Et on connaît les Houthis pro-Iran, on connaît beaucoup moins leurs rivaux séparatistes du Sud, le STC, qui contrôle déjà, vous allez le voir, certaines régions. Dans la partie Sud, donc, leur leader, Haïdarous al-Zubaydi, souhaite qu'un futur État du Sud Yémen rejoigne les accords d'Abraham. Il voit en Israël aujourd'hui un allié potentiel majeur, et notamment pour protéger les routes maritimes dans le golfe d'Aden, pour lutter contre le trafic d'armes iraniens vers les Houthis et pour combattre les frères musulmans. On va en parler ce soir avec Edmund Fitton-Brown. Bonjour et merci, en direct d'Austin ce soir au Texas. Vous êtes ancien ambassadeur britannique au Yémen et vous êtes ancien coordinateur de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies. D'abord, est-ce que ces séparatistes yéménites pourraient jouer le rôle d'alliés quelque part un jour d'Israël face aux Houthis, si ce n'est pas déjà le cas en termes de renseignement, en termes peut-être d'appui aussi tactique? Je suppose qu'il y a des relations tactiques qui existent déjà, mais je n'accorderai pas une trop grande importance à tout cela. Les séparatistes du Sud ont leur propre ordre du jour et puis bien sûr, ils cherchent toutes les alliances tactiques qui pourraient les aider, mais en même temps, ils restent engagés à combattre les Houthis et les défaire comme partie d'un projet arabe. Et je pense qu'il faut être prudent en ne s'alliant pas ouvertement avec Israël. Donc ne pas s'aventurer, même si Israël pourrait aussi, on le comprend, aider ces séparatistes face à cette menace commune, à savoir l'Iran et les Houthis. Est-ce que vous pensez qu'Israël, stratégiquement, aurait un intérêt dans une partition du Yémen? On sait que ce pays a une place, un rôle stratégique dans la région. Est-ce qu'une partition, ça ferait le jeu quelque part d'Israël? D'ailleurs, c'est une question qui est valable aussi pour les Américains et pour les Saoudiens, entre autres. Écoutez, évidemment, c'est un sujet important pour tous les voisins du Yémen, en particulier l'Arabie saoudite, et les États-Unis sont aussi intéressés, comme vous l'avez dit. Je pense qu'une des choses qu'il faut garder à l'esprit du point de vue d'Israël, c'est que votre intérêt stratégique central est dans contenir et idéalement défaire les Houthis, et tout ce qui peut affaiblir les forces anti-Houthis n'est pas de l'intérêt d'Israël. Donc une des choses que le GCC pourrait, des pays du Golfe et les États-Unis et qui sont préoccupés par cela, c'est un mouvement prématuré vers une séparation ou une indépendance pour le Sud. Il ne faut pas que ça se fasse prématurément, cela pourrait affaiblir le gouvernement reconnu internationalement au Yémen et ça diviserait les forces anti-Houthis. Donc à mon avis, il faut que les choses se fassent en 2 étapes. La première, la défaite des Houthis par toutes les populations opposées à eux. Et la seconde étape, ce serait pour que les Yéménites puissent trouver leur propre arrangement interne, ce qui pourrait être en fait une espèce de confédération ou autonomie, ou peut-être même la fracture de l'État yéménite à ce moment-là. Donc, priorité à libérer le Yémen de l'emprise des Houthis. Finalement, le Yémen, ça demeure, vous pensez, une sorte de champ de bataille aujourd'hui, concrètement, entre l'Iran et le bloc, on va dire Occident, monarchie du Golfe, voire Israël? Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que le Yémen, aujourd'hui, c'est un champ de bataille, évidemment à distance, entre l'Iran d'un côté, qui soutient les Houthis, et puis le bloc Occident, donc États-Unis notamment, les pays, les monarchies du Golfe comme l'Arabie saoudite, les Émirats, et auxquels on peut ajouter éventuellement Israël?
Oui, absolument. C'est tout à fait clair. Je pense que c'est un conflit par proxy. D'abord, du côté iranien, c'est les Iraniens qui combattent toujours dans des guerres de proxy contre leurs ennemis, comme de beaucoup de pays arabes, et ils peuvent y développer des proxys. Les Houthis sont peut-être le proxy le plus important actuellement et le moins touché par le conflit avec Israël plutôt cette année. Et on peut dire avec sécurité que l'Iran mène une guerre de représentation au Yémen contre l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes et contre Israël et l'Occident. Et je pense que du point de vue des Saoudiens, ils voudraient stabiliser le Yémen. Ils ne cherchent pas à combattre une guerre contre l'Iran. Ils veulent simplement avoir un Yémen uni et pacifié. Merci beaucoup à vous, Edmund Fitton-Brown, d'avoir répondu ce soir en direct à nos questions depuis Austin, au Texas. Et on reste encore un peu dans la région. Place à l'édito tout de suite de Christian Mallard. Alors, priorité au direct avant d'entendre Christian Mallard, tout de suite, c'est le Premier ministre israélien qui prend la parole. On va écouter Benjamin Netanyahou, ça se passe en ce moment. Donc la santé, les infrastructures, la sécurité, l'avenir des prochaines générations. Cet accord avec la société Chevron américaine, des partenaires israéliens, et qui fourniront du gaz à l'Égypte. J'ai permis cet accord après avoir assuré les besoins sécuritaires et vitaux d'Israël, et je ne rentrerai pas dans les détails plus avant. Cet accord renforce énormément la position d'Israël comme une puissance énergétique régionale et apporte à la stabilité de la région. Cela encourage d'autres sociétés à investir dans la recherche du gaz dans l'eau économique d'Israël. Il faut encore du gaz. Et avant tout, cet accord engage les compagnies, les sociétés à vendre du gaz à un bon prix aux citoyens d'Israël. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a eu parmi nous des gens qui se sont opposés violemment au forage de gaz, et il y a eu des enquêtes et des articles et des manifestations sans fin disant qu'on allait détruire l'économie d'Israël. Eh bien aujourd'hui, il est bien clair que le fait qu'on forge du gaz en mer a été une bénédiction énorme pour Israël. Et une des raisons pour lesquelles notre économie a été placée en 3e place parmi les meilleures économies du monde, aujourd'hui il est clair pour tous que ce que j'ai fait avec Yuval Steinitz, à l'époque ministre des Finances, notre désir de forer le gaz a fait ses preuves au-delà de toutes les attentes. Et je vous assure que cela se fera aussi avec cet accord. Je voudrais vous remercier, Monsieur le ministre de l'Énergie, Eli Cohen. Vous vous êtes entêté, vous vous êtes battu, vous avez négocié avec fermeté. Et je voudrais remercier aussi votre équipe et tous ceux qui ont apporté à la réussite de cet accord. Eh bien, nous sommes à la 4e bougie de Hanouka. Eh bien, aujourd'hui, nous avons amené encore une fiole d'huile pour Israël. Mais cette fois, la flamme brûlera non seulement 8 jours, mais pour des décennies à venir. Que vous ayez une joyeuse fête de Hanouka, mesdames et citoyens d'Israël. Élie, c'est à vous. Merci, Monsieur le Premier ministre. Cet accord sur le gaz est un instant historique pour l'État d'Israël. Voilà, Eli Cohen, le ministre de l'économie israélien, aux côtés de Benjamin Netanyahou. Donc, on a raté le début, mais on a compris qu'il s'agit d'un accord historique, a priori, avec le géant américain gazier Chevron pour l'exploitation du gaz israélien. On sait qu'il y a des quantités colossales au large, notamment de Haïfa, qui vont être exploitées. Israël, puissance énergétique régionale, c'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou, et donc un méga contrat, on le savait, qui était en préparation avec l'Égypte, qui va placer Israël au cœur des grands enjeux énergétiques de distribution donc du gaz dans la région, de la fiole d'huile à la fiole de gaz, a dit ce soir donc le Premier ministre israélien. On y reviendra évidemment à d'autres occasions. On va reparler de la réactualité sécuritaire dans la région. On a parlé du Hamas, du Hezbollah, des Houthis. Il manquait encore Daesh, l'État islamique qui frappe partout où il le peut et qui étend ses tentacules ces temps-ci en Irak et en Syrie. Christian Mallard, bonsoir Christian, notre consultant diplomatique à Paris. Ça ressemble à un comeback malheureusement des terroristes après avoir été défaits en 2019. La question est sur toutes les lèvres. L'attentat perpétré à Sydney, en Australie, est-il lié au commandement de l'État islamique au Moyen-Orient, ou alors l'État islamique n'est-il que l'exutoire
d'une idéologie pour islamistes isolés. Pourquoi maintenant? Est-ce un mouvement qui se redessine? Il y a depuis plusieurs années, en tout cas en Australie, des branches islamiques armées, des cellules terroristes. La toile d'araignée islamiste n'existe pas qu'au Moyen-Orient. Elle pourrait, selon plusieurs observateurs, avoir des liens avec les Philippines où opèrent des cellules terroristes islamiques. L'État islamique, rappelons-le, a frappé à Paris en 2015, à Bruxelles et à Istanbul en 2016, au Sri Lanka en 2019 et ailleurs, en faisant plusieurs centaines de morts. L'une des 2 dernières attaques est liée à la présence militaire américaine en Syrie et en Irak. Le centre de commandement américain au Moyen-Orient confirme que cette dernière attaque, en effet, est liée à l'État islamique qui compte encore 2000 combattants en Syrie. Il y a aussi des cellules terroristes au Sahel, où sévit AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Tout cela prouve que l'État islamique continue d'avoir un impact pour préparer des attentats à travers le monde. Les choses ont changé depuis la défaite de l'État islamique en Syrie en 2019 et ajoutons à cela que l'Iran pourrait être le cerveau de certains attentats. Voilà, l'Iran partout décidément. Merci beaucoup Christian Malard depuis nos studios parisiens. Allez, on passe la deuxième. Tout de suite, l'info chrono. Le spectre toujours de Daesh jusqu'en Israël. Les renseignements et la police ont arrêté dans le nord du pays Kinan Azaïké, 20 ans, israélien de la localité de Dabouria, c'est en Galilée. Un complice habitant d'Akko a également été interpellé. Ils sont soupçonnés d'allégeance à Daesh. Azaïké aurait juré fidélité à l'État islamique et planifié un voyage dans un pays ennemi pour y suivre un entraînement terroriste. Il prévoyait de confectionner des explosifs. Un acte d'accusation doit être déposé au tribunal de Nazareth. Depuis le début de la guerre, on constate une implication accrue de citoyens israéliens dans des activités terroristes. Les Palestiniens ne sont plus les bienvenus aux États-Unis. Washington élargit son interdiction d'entrer sur son territoire aux détenteurs de passeports de l'autorité palestinienne. 5 autres pays sont concernés par cette interdiction, dont la Syrie, plus étonnant. La Maison-Blanche qui invoque des raisons de sécurité nationale dans le cadre d'un durcissement global des politiques migratoires. Et puis pas de limite pour l'instant pour la fortune d'Elon Musk. L'homme le plus riche du monde vient de franchir le cap historique des 600 milliards de dollars. 600 milliards, c'est aussi le PIB d'Israël par an. Un chiffre en hausse de 170 milliards et en à peine quelques jours, le patron de Tesla américano-sud-africain qui profite de la valorisation galopante de SpaceX dont il détient 42%. Prochain cap, les 1000 milliards de dollars. C'est pour bientôt. Il y a encore de la place pour la politique israélienne en mode parti pris ce soir. Durant de longues années, on a eu droit quasiment chaque jour, chaque soir à des unes de journaux consacrés quasi exclusivement au procès Netanyahou. Certes, évidemment, il y a eu depuis la guerre, mais tout de même, on constate ce silence étonnant, assourdissant de certains médias depuis que ce procès prend une direction inattendue pour certains. Pas pour vous, Daniel Haïk. Bonsoir. Bonsoir. Notre analyse politique, Daniel. Le point d'abord avec vous. En quelques mots, où en sommes-nous au tribunal de Tel Aviv ces derniers jours? Alors, je vais être très bref. Vous savez de quoi on a parlé hier au tribunal, au procès de Benjamin Netanyahou? Pourquoi le Premier ministre a dû rester plusieurs heures dans cette salle du tribunal de district de Jérusalem? Eh bien, pour parler de la chienne du couple Netanyahou, la chienne Kaya. Elle n'est plus de ce monde, mais à l'époque côté des années 2015, eh bien, on parlait beaucoup d'elle et on en a parlé dans des articles dans le fameux site Voilà, qui est au cœur du dossier 4000. Eh bien, on a parlé, la procureure générale a interrogé Benjamin Netanyahou pendant plusieurs heures autour de cet article, d'un article qui vanterait, qui serait sympathique autour de la chaîne Kaya, chaîne du Premier ministre et de son épouse. Voilà de quoi on parle lors de ce procès de Benjamin Netanyahou. Alors tout cela, bien entendu. Alors justement, c'est ça, on comprend qu'il n'a pas trop envie d'aller 3 fois par semaine, Netanyahou. Et pour vous, pas normal ce silence d'une partie des médias en ce moment? Oui, alors effectivement, on n'en parle pas, quasiment pas. Il faut aller sur certaines chaînes, par exemple la nôtre, la chaîne I24 News en hébreu, où on a parlé hier de cela, et une autre chaîne, la chaîne 14 aussi. Et il faut souligner que hier, eh bien, un développement important est intervenu. La procureure générale s'est fait sermonner par un des juges
du tribunal de district, le juge Oded Shahram, qui tout simplement lui a dit qu'il avait le sentiment que dans le contre-interrogatoire qu'elle mène depuis plusieurs semaines contre Benjamin Netanyahu, eh bien, elle s'enlise. Ce contre-interrogatoire, on semble tourner autour du pot. Il n'est pas efficace, affirme le juge. Vous n'allez pas à l'essentiel, lui reproche-t-il. Et d'une certaine manière, on voit que quelque part, les juges en ont assez, d'une certaine manière, de ce procès qui ne fait que durer en longueur. Et il faut rappeler que les juges avaient, dans ce dossier 4000, déjà affirmé qu'il fallait retirer le chef d'accusation de corruption, ce qui n'a pas été fait par le parquet. Le parquet est en difficulté très nette dans ce dossier de 4000. Ouais, et ici, ça a commencé à tomber à l'eau pour Demont. Merci beaucoup, Daniel Haïk, pour ce parti pris. Ce soir, notre dossier de la semaine à présent. Nous y voici, le cœur du sujet. Encore un mythe à déconstruire sur la présence chinoise au Moyen-Orient. Qui a osé dire qu'Israël était hors de portée de Pékin? Eh bien, la Chine est déjà là, économiquement, technologiquement. Israël, petite nation start-up, la Chine, superpuissance technologique mondiale. Sur le papier, l'alliance a tout pour être évidente. Dans les faits, l'équation est sensible pour Jérusalem, et notamment parce qu'entre les deux pays, il y a évidemment Washington, grand rival de Pékin. Alors Israël peut-il dès lors coopérer avec les Chinois sans se couper de son grand allié américain? Quelques éléments de réponse d'abord avec Mathieu Winding. Pendant plus d'une décennie, les relations sino-israéliennes ont progressé à grande vitesse. La Chine investit massivement dans l'innovation israélienne, high-tech et cybersécurité, agritech, irrigation, semences et gestion de l'eau, santé et biotechnologie, intelligence artificielle, où Israël fait figure de laboratoire mondial. Avant le coup de frein récent, la Chine était l'un des premiers investisseurs étrangers en Israël, avec des milliards de dollars injectés dans des startups, des fonds, des partenariats universitaires. En toile de fond, un projet stratégique, un accord de libre-échange Israël-Chine, longtemps discuté, jamais finalisé, justement à cause des inquiétudes américaines. Car tout n'est pas négociable, les États-Unis, alliés stratégiques d'Israël, fixent des lignes rouges claires, pas de contrôle chinois sur les infrastructures critiques. Le port de Haïfa, qui est exploité par une entreprise chinoise, est un exemple emblématique. C'est un site stratégique où accostent régulièrement les navires de la 6e flotte américaine. En conséquence, Washington fait pression directement, il demande de geler plusieurs projets et en Israël est créé un mécanisme de contrôle des investissements étrangers inspiré du modèle américain. Le message est clair, oui à la coopération avec la Chine, mais non à la mise en danger de la relation avec les États-Unis. Depuis l'invasion barbare du 7 octobre, on assiste au grand refroidissement. La Chine adopte une ligne très critique vis-à-vis d'Israël. Elle refuse de condamner explicitement le Hamas. Elle multiplie les déclarations et prises de position pro-palestiniennes dans les forums internationaux. En conséquence, on assiste à un refroidissement diplomatique, des échanges politiques réduits au minimum et la coopération technologique est désormais scrutée à la loupe. La relation économique tient encore, la confiance politique est-elle profondément entamée? Israël peut-il continuer à coopérer avec la Chine sans franchir les lignes rouges américaines et sans devenir un champ de bataille discret entre les deux superpuissances? Voilà, complémentarité commerciale et technologique indiscutable entre Israël et la Chine. En revanche, relations diplomatiques chaotiques. Bonsoir Mathieu Winding. C'est à vous qu'on voit ce dossier ce soir. Mathieu, pourquoi faut-il donc que Washington surveille au microscope chacun des investissements chinois en Israël? Car David, vu des États-Unis, les investissements chinois en Israël sont perçus comme relevant de la sécurité nationale américaine. La rivalité sino-américaine se joue de plus en plus sur le terrain de l'innovation et de la technologie. Et le niveau de vigilance est motivé par le fait que Israël n'est pas un marché comme les autres, c'est un laboratoire stratégique, un réservoir de technologies dites duales. Une technologie duale, c'est une innovation civile aujourd'hui qui peut avoir un fort potentiel militaire demain. L'écosystème israélien est particulièrement riche dans des domaines cruciaux pour la puissance du futur, les algorithmes, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'imagerie médicale, les biotechnologies. Donc pour Washington, le risque associé à la présence chinoise en Israël est simple mais double. Washington veut éviter le détournement technologique indirect et la perte de l'avantage compétitif. Donc sa surveillance accrue vise à empêcher que la Startup Nation devienne un pont stratégique pour Pékin. Pékin qui menace la supériorité américaine et par conséquent
Washington fait pression. Alors, 2 exemples de pression. On a évoqué le port de Haïfa. Les États-Unis font en sorte que l'opérateur chinois soit discrètement remplacé par un opérateur émirati. Autre exemple qui nous touche ici à Tel Aviv, les 2 lignes du métro qui seront construites, la pourpre et la verte, n'iront pas des constructeurs chinois. Donc on le voit, la pression américaine se traduit concrètement par des exigences de transparence et parfois même des interventions directes pour bloquer ou dissuader des transactions jugées trop risquées pour la sécurité nationale américaine. Effectivement, ce sont des enjeux très sensibles. Merci beaucoup, Mathieu Winding. Alors, Israël, laboratoire, on l'a dit, technologique du point de vue chinois et du point de vue de friction entre Pékin et Washington. Eh bien, on va se tourner vers une experte ce soir. Bonsoir, Galia Lavie. Merci à vous. Vous êtes directrice adjointe au Centre Glaser pour les relations Israël-Chine à l'INSS. D'abord, pourquoi la Chine s'intéresse-t-elle autant, d'après vous, à l'écosystème technologique israélien? Parce qu'on a le sentiment qu'elle a plus ou moins tout, la Chine, aujourd'hui. D'abord, c'est vrai que la Chine a besoin beaucoup moins d'Israël que c'était le cas par le passé. La Chine n'a pas besoin d'Israël uniquement à cause de sa technologie. Ça fait partie du sujet. Israël est une puissance technologique, mais Israël est aussi un élément intermédiaire entre la Chine et les pays d'Occident. Et les sociétés chinoises en Israël permettent à la Chine d'avoir des expériences de pays en développement et démocratique et de proposer des choses dans d'autres pays en développement en Occident, en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est du point de vue technologique et économique. Bien sûr, cela fonctionne aussi au niveau politique. Le lien d'Israël extrêmement proche des États-Unis est utilisé aussi comme, encore une fois, point médian entre Israël et les États-Unis, essentiel pour les Américains et pour les Chinois. Et Israël est une sorte de, je ne dirais pas médiateur, mais quelque part quand même un élément au milieu qui peut faire passer les messages de manière plus claire. Et selon les Chinois, souvent ils demandent aux Israéliens de dire telle et telle chose aux Américains. Et ils essaient aussi de comprendre mieux les Américains. Donc, pour dire les choses, c'est pas seulement la technologie, mais d'autres éléments aussi. Et pour résumer un petit peu tout ça, est-ce que vous pensez qu'Israël peut jouer encore l'équilibre entre Washington et Pékin, ou bien, tôt ou tard, il faudra choisir quelque part? La situation d'Israël est différente d'autres pays au Proche-Orient qui font ce qu'on appelle du hedging, c'est-à-dire Israël ne peut pas vraiment choisir, trancher. Certains disent que certains ont choisi son côté il y a des années. Israël est très proche des Américains. Les États-Unis fournissent à Israël un soutien au-delà de l'économie, un soutien sécuritaire, diplomatique, ce que la Chine ne peut pas et n'est pas intéressée à faire. Et donc il n'y a pas vraiment de choix. Ça n'est pas qu'il y a une alternative entre le lien Israël et les États-Unis. Et donc, Israël n'a pas besoin de choisir entre les parties. Ça ne veut pas dire qu'elle doit couper des liens avec la Chine. Évidemment, donc chercher son compte chez chacun de ces 2 superpuissances. Merci beaucoup à vous, Galia Lavie, pour cette analyse ce soir en direct dans la grande édition. Détour par la France maintenant et Paris. Rassemblons-nous pour célébrer Hanouka dans la grande synagogue de la Victoire. C'est l'intitulé de ce rendez-vous exceptionnel ce soir aux côtés du Magen David Adom de France. Vous êtes sur place, Anna Papiachvili. Bonsoir Anna. Eh bien, comment se déroule la soirée derrière vous? Oui, eh bien la soirée va démarrer d'un instant à l'autre, donc à l'occasion de l'allumage de cette 4e bougie. Bien, les consistoires, la grande synagogue de la Victoire, ont voulu évidemment célébrer la lumière, l'espoir, mais également la solidarité en s'associant avec le Magen David Adom France. Et pour nous en parler, on a le directeur général MDA Europe qui est avec nous, Victor Vince. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui va se passer dans cette soirée et rappeler peut-être que Hanouka, c'est aussi penser peut-être à la solidarité et continuer cette solidarité envers Israël, même si désormais, évidemment, il y a eu un cessez-le-feu et que peut-être il y a moins de personnes qui demandent en fait et qui donnent pour Israël. Il faut toujours continuer pour les blessés et les victimes. Alors, ce soir, c'est aussi une soirée pour tout le peuple juif. On ne peut pas ne pas penser à ce qui s'est passé il y a quelques jours en Australie. Ça nous a plus que meurtri, donc cette soirée a d'autant plus de sens ce soir. C'est une soirée qu'on a envie d'offrir aussi à la communauté juive de France. Alors elle est utile parce qu'elle va aider le Magen David Adom, mais notre fierté ce soir, avec le consistoire de Paris, c'est d'avoir pu monter dans cet écrin qui est la synagogue de la Victoire,
une soirée où la lumière sera présente, omniprésente, et une soirée aussi où on a de nombreux invités qui sont non-juifs, des représentants de pays étrangers, de pays musulmans, des musulmans qui seront présents également. Donc c'est une soirée de fraternité et je pense que c'est une soirée dont on a besoin. La communauté juive de France, elle a besoin de savoir qu'elle est entendue par d'autres gens et qu'il y a du réconfort. Voilà, donc c'est une soirée de réconfort, une soirée de lumière. Merci beaucoup, merci Victor, avec l'orchestre symphonique qui est juste en train de s'installer derrière nous, David. Voilà, le réconfort à Paris ce soir. Merci beaucoup, Anna Papiashvili. Allez, reportage pour finir. On va découvrir ce soir comment le Hamas s'efforce de reconstruire à sa manière la bande de Gaza. Un Hamas qui n'attend ni la force internationale, ni le Conseil de paix de Donald Trump et qui s'attelle déjà à ses grands travaux. Reportage adapté par Eric Fendler. שהוא מדור שאחרי 7 באוקטובר. מאחורי הקלעים חמאס ימשיך לפעול. נשארנו ושרדנו ואנחנו נערכים למערכה הבאה. תעמולה ארסית ביותר. مخططات الاحتلال في سعيه لتدمير بيوت الله عز وجل. בני משפחתי ימותו. העיר שלי תחרב, אבל זה שווה עבור הג'יהאד. À la faveur du cessez-le-feu, Gaza a connu une vague de rénovation. Des dizaines de bars à houmous, de restaurants, y compris des restaurants gastronomiques, ouvrent leurs portes. Des iPhones se vendent à chaque étalage. Les marchés sont bondés. Des dizaines de couples se marient grâce au financement de pays arabes. Des bâtiments détruits servent de décor. L'université islamique a aussi rouvert ses portes. Les caméras d'I24 News sont entrées à Gaza et ont trouvé le Hamas se ruant sur la rénovation des sites patrimoniaux, religieux et éducatifs. L'hôpital Shifa, par exemple, autrefois quartier général du Hamas. Voilà, nos excuses, on va changer de reportage, on va partir sur l'élimination récemment de Raed Saad, un cadre du Hamas à Gaza. C'est encore un reportage signé Eric Fendler. Toutes nos excuses. כבר דמיינתי את הרגע הזה בראש כמה פעמים. דמיינת שתהיה קצינה שתחסל את ראאד סעד? זה היה כמו תרחיש דמיוני, שזה באמת משהו שיצא לפועל. Samedi dernier, Israël a bouclé la boucle avec l'élimination du numéro 2 de l'organisation terroriste Hamas, l'un des derniers hauts responsables et l'homme qui a réussi à transformer les points faibles de Tsahal en plan de travail. מה היה בראאד סעד שהפך אותו להיות כל כך מרכזי? ראאד סעד הוא מהמטכ"ל המקורי, הוא מהמתכננים של הטבח של 7 באוקטובר. לאורך הלחימה הוא היה מאוד מאוד פעיל, יש לו הרבה מאוד דם על הידיים לבן אדם הזה. הוא כבר שנים בארגון, גם עד לפני כמה ימים הארגון ראה אותו כמישהו שהולך להוביל אותו קדימה. אומרים שהוא פשוט האמין בג'יהאד ובחמאס, והלך עם זה עד הסוף. حينما نذكر بيت المقدس نقول فتحه عمر وحرره صلاح الدين فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ראאד סעד הוא אכן יעד מספר 1 של המדור שלנו כבר המון זמן, עוד מלפני הלחימה. לא מעט אנשים התחלפו ועברו בכיסא ואצלנו במדור והוא נשאר עוד שם ואחרי לא מעט ניסיונות. בסוף הפגענו את זה עם המון סבלנות, דיוק, תכנון, היערכות. Ce militant terroriste qui a rejoint l'organisation comme jeune combattant de la génération d'Ahmed Yassine a fondé la brigade du nord de la bande de Gaza, la force navale et les Nukhba. Cela fait près d'une décennie qu'il est au cœur de la prise de décision du Hamas jusqu'à l'arrivée au pouvoir des frères Sinoir. Selon ce que l'on sait, ils ne l'estimaient pas suffisamment et l'ont mis de côté. Le 7 octobre, qu'il avait lui-même conçu, il a en réalité demandé à le repousser. Saad affirmait que l'opération échouerait et qu'il fallait attendre davantage de roquettes et plus de combattants. Dans la maison de la famille Sinoir, comme nous le savons, on ne l'a pas vraiment écouté. לכל אורך הלחימה אנחנו מנסים לייצר הזדמנות לסכל אותו, ללא הצלחה. הוא חי במקומות סודיים, במסגדים, בבתי חולים, כל מקום שמדינת ישראל לא יתקוף. كان أحدنا لا يأمن أن يخرج من بيته ويظن أنه ممكن أن يستشهد في أي لحظة ولكن بفضل الله عز وجل ثم بفضل هؤلاء المخلصين أصبحت المواقع تعج بالمجاهدين. הוא תמיד היה בתעדוף מאוד גבוה, פשוט היה מאוד קשה להתחקות אחריו. הוא איש צללים, מקיף את עצמו רק באנשים שלו. ולפני כמה שבועות
בעצם הבנו שיכול להיות שיש לנו פה יכולת לייצר עליו מדפס ולסכל אותו. Après l'élimination des frères Sinoirs, Saad retrouve sa stature. Il s'empare des prérogatives et dès l'ouverture du cessez-le-feu, il est l'adulte responsable. Il œuvre à la reconstruction de l'organisation terroriste, à resserrer les rangs et à unifier les moyens de combat du front. Pendant que le Hamas affiche des processus de démantèlement, Raad dirige la préparation du prochain massacre. ראד סעד אומר, אני רוצה להביא את החמאס לאיפה שהוא היה ב6 באוקטובר. ולכן הוא עוסק בדברים האלה. הוא עוסק בבניין הכוח, בכספים, בגיוס. הוא משקם את ארגון הטרור חמאס. ממש עד היום האחרון? כן. כלומר, כשכולם מדברים על לפרז את הרצועה מנשק, לפרק את חמאס, הוא ממש לא בכיוון. לגמרי. הוא לא סתם נמצא בתפקיד שהוא נמצא בו, במקום כל כך אסטרטגי עבור האויב. הם ראו בו כגורם סופר מרכזי, עם פוטנציאל קידום והתפתחות בזרוע הצבאית. מה גורם לראד סעד לקבל כל כך הרבה ביטחון ולנסוע בסקודה שלו ברחבי העיר עזה? תראה, הוא נסע בעיר עזה בסקודה שלו לפני כן גם. זה פשוט, כמו שאמרתי, היה מאוד קשה להתחקות אחריו. בסוף הבן אדם חי בצללים, וכשהכוכבים מסתדרים, ואתה מצליח לייצר הזדמנות. שם הפעלנו. תאר לי את התחושה שפתאום עולה מודיעין עליו. זה תחושה של אתה עובד על משהו המון זמן, משהו שהוא נוגע ישירות לביטחון כוחותינו ולמלחמה ולהכרעה של החמאס, ופתאום זה קורה. איפה תופס אותך הטלפון? אצל ההורים שלי, ביום שבת. אמרתי לאשתי, יש פה משהו חשוב שצריך לעשות, לא יכולתי להגיד לה מה זה. קצת הבינה, והתחלנו לגלגל את זה. כשסרן נון מתקשר אליי בשבת, הוא דתי, אז אני יודעת שיש משהו חריג. אמר לי, תקשיבי, תערכי, יכול להיות שנצטרך להגיע לפיקוד. הוא מסביר מה? לא מסביר לי מה, לא אומר לי כלום. אחרי חצי שעה, אחרי חתמץ כזה יהודי שעשינו, אני מתקשרת ושואלת אותו מה קורה, והוא אומר לי, סיכלנו את ראד סעד. אמרתי לו, שקרן, לא יכול להיות. אמר לי, סיכלנו אותו. כמה זמן ייקח לחמאס להתאושש מהדבר הזה, מהחיסול הזה? תראה, אני בטוחה שבסוף הוא היה צוואר בקבוק משמעותי. אבל כמו כל ארגון, בסוף לכל אחד יש מחליף. האם הוא יהיה באותו איכות כמו הקודם שלו? אולי כן ואולי לא. Voilà l'importance de ce travail de l'ombre. Et puis impossible de refermer le journal sans saluer notre chère productrice en chef, Lucille Smadja, qui nous quitte ce soir malheureusement. Et pour de nouvelles aventures, tout cela après de longues années de patience, d'engagement sans faille au quotidien pour que votre chaîne puisse fonctionner de manière optimale. On lui dit un immense merci et on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Bon vent Lucille et à très bientôt. Merci de votre attention. Demain soir, ce sera Myrim Aman ici même. Et tout de suite, ça se débat avec Raphaël Hassine. Très bonne soirée à tous sur i24.